Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. Aujourd'hui, dans le podcast de la semaine, je te parle de la fameuse pression familiale et sociale qu'on subit tous, de façon plus ou moins régulière dans nos vies. En tant qu'animal social, on grandit dans un groupe. Alors à petite échelle, il y a la famille proche, puis il y a la famille plus large, il y a le groupe de copains, les clubs sportifs ou culturels. À plus grande échelle, il y a la région dans laquelle on vit, et puis le pays, et bien sûr, il y a la planète entière. Chaque groupe a un fonctionnement qui lui est propre, des codes sociaux, des valeurs, des habitudes, et l'humain qui a besoin de se sentir appartenir au groupe, il va donc les observer et calquer le fonctionnement du groupe pour y être accepté. Ça se fait de façon toute naturelle dans la famille, par exemple. On a tous des habitudes purement familiales, des expressions, des mimiques, des codes comportementaux. C'est normal, on s'y réfère pour être un membre de ce groupe. En parallèle de ça, toi, l'être unique et totalement inimitable que tu es, tu as grandi dans une société, alors probablement un peu comme la mienne, si tu m'écoutes de la France ou d'un pays du même genre, une société qui n'aime pas la différence. On t'apprend, dès tout petit, à la crèche, à la maternelle ou ailleurs, à faire comme les autres, à te conformer aux règles, quel que soit ce que tu en penses. On tait ta différence au maximum, et on sait à quel point les enfants, ils se battent pourtant pour garder leur droit d'être unique. On tait ta différence pour que tu fasses tout bien comme on veut que tu fasses, tout bien comme on l'a décidé pour le groupe dans lequel tu dois appartenir. Alors c'est un peu ce qu'il explique Thomas d'Anzembourg, je ne sais pas si tu connais cet homme, il explique ça dans une de ses conférences. Je t'invite à lire et à écouter ce monsieur que j'aime beaucoup, et je te mettrai le lien de cette conférence en description. Donc c'est un peu ce qu'il explique quand il parle de la différence et de la peur de la différence. Il explique, comme je le disais, que dès tout petit, on veut que tu te comportes comme tout le monde, et si t'as un peu de fantaisie, on va trouver ça joli, mais il faut pas que ce soit trop. Faut que ce soit qu'un petit peu. Après, faut aller s'asseoir sagement, merci. Les enfants, ils intègrent alors l'idée que notre singularité n'est pas acceptée par le groupe et que le fait d'être unique et différent, c'est donc quelque chose de mauvais. Et donc, il ne faut pas le montrer. Alors, tu grandis et tu te conformes au groupe, mais tu vas peut-être avoir en toi ce besoin de répondre à qui tu es réellement. En toi, ça va peut-être te dire que non, tu n'es pas juste un élément d'un groupe homogène, tu es un être à part, atypique comme chacun. Et peut-être que tu vas ressentir justement ce besoin vraiment à l'intérieur de toi, ça va comme une petite voix ou comme un besoin qui va se faire ressentir. On va entrer en rébellion, on va par exemple s'habiller différemment, on va se teindre les cheveux d'une façon originale, ou alors on va se mettre à faire des activités qui sont pas conventionnelles. En fait, on se cherche quoi, on se débat face au groupe qui continue de vouloir nous uniformiser. Alors bien sûr, on te montrera que tu ne te conformes plus au groupe, on te fera bien remarquer et on te fera comprendre que ça dérange avec justement des jugements, des remarques du genre. Mais enfin, cette mode de fou, c'est pas sérieux, rassure-moi. Tu vas quand même pas sortir comme ça. Comment ça, tu veux arrêter le lycée pour te mettre au dessin à plein temps? Non mais ça se fait pas de pas répondre au téléphone quand on t'appelle. Alors en devenant adulte, ça continue évidemment avec des problématiques un peu différentes, mais finalement du même ordre, avec par exemple des remarques, je suis sûre, des remarques qui te parleront. Mais t'as pas trouvé de travail encore? Tu vas quand même pas partir en voyage alors que t'as pas de CDI, tu cherches d'abord un bon boulot quand même. Alors, toujours célibataire? Ou encore, mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous vous mariez quand? Et alors le bébé, on l'attend nous? Et le deuxième, c'est pour quand? Des tas de remarques de ce genre-là que je suis certaine que tu as dû entendre au cours de ta vie. Alors voilà, tu es grand maintenant, tu as répondu plus ou moins aux demandes sous-jacentes et aux codes sociaux, le plus ou moins étant dépendant de la bataille que tu vas mener pour établir ton droit à être unique. Et maintenant, tu as des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la pression sociale et familiale, elle s'arrête? Alors, non, pas du tout, bien sûr. C'est le début d'un harcèlement qui peut commencer.
Tu vas recevoir les conseils de toute la planète sur la façon de s'occuper de ton ou tes enfants. Je te ferai pas le listing des conseils plus ou moins classiques qu'on peut te faire, je suis sûre que tu les connais. Et parmi toute cette pression des groupes auxquels tu appartiens, souvent, celui qui met le plus de pression, c'est le groupe de la famille. Ceux qui nous sont les plus proches, ceux qui sont censés nous aimer. On remarque rapidement en fait que plus on aime quelqu'un et plus on est exigeant avec lui. Alors pourquoi cette pression et cette exigence ? Quand on commence à émettre notre différence ou notre unicité, ça va perturber le groupe. Les membres vont se dire « Nos valeurs et nos principes te sont transmis, tu fais partie du groupe, alors suis-les, sinon on risque de te rejeter du groupe. » Les membres se disent aussi de façon non consciente bien sûr « Nous, on n'a pas le droit de montrer notre individualité, c'est pas bien. Tu te rappelles pas, depuis que t'es petit, on te dit que c'est pas bien d'être unique et différent. Alors, comme c'est pas bien, comme j'y ai pas droit, eh bien toi non plus. Alors tu rentres dans le rang, il n'y a pas de raison, tu fais comme tout le monde. » Et lorsque tu changes, par exemple, si tu ne souhaites plus suivre les principes qu'on t'a transmis, par exemple, dans ce cas-là, l'exemple d'une parentalité différente de celle que tes parents ou tes frères et sœurs ont, les membres se disent, toujours de façon inconsciente, « Je ne comprends pas, je t'ai identifié d'une façon, je t'ai rangé dans une case, et toi, tu fous le bazar, tu n'es plus dans le cadre que je t'avais apposé, je te reconnais plus. » Plus encore, t'écarter de nos valeurs me donne l'impression que tu renies ce qu'on t'a transmis et que tu renies notre famille. Doit-on donc te renier à notre tour ? Voilà le genre de message inconscient qu'il y a dans les membres du groupe auquel tu t'écartes. Alors plus précisément également, concernant nos parents, il peut y avoir des projections des désirs des parents sur leurs enfants. Par exemple, une maman qui a été dévouée à ses enfants et qui n'a pas eu d'épanouissement social ou professionnel, elle peut se mettre à trouver cela hyper important que ses enfants s'accomplissent socialement et qui pratique absolument 1000 activités sportives et culturelles. Et donc du coup, forcément, elle va leur mettre la pression pour qu'ils établissent et pour qu'ils fassent tout ça. Un autre exemple, par exemple, des parents qui sont peu diplômés, qui sont peu élevés socialement, ils peuvent mettre une pression folle sur les épaules de leurs enfants pour qu'ils fassent de longues études et qu'ils montent l'échelle sociale parce que pour vivre finalement une vie par procuration. Alors comment réagir face à cette pression ? Eh bien c'est pas facile du tout, encore moins quand c'est la famille. Alors l'idée numéro 1 que je retiens, moi, c'est au maximum, dans la mesure du possible, d'émettre nos besoins et nos limites. Par exemple, moi j'ai besoin de positif, j'ai besoin d'être acceptée et aimée telle que je suis, et ça sans jugement. J'aime venir vous voir, mais si je me sens oppressée par vos remarques, si je me sens jugée et mal aimée, eh ben ça me donnera plus envie de vous voir aussi souvent et je prendrai mes distances. L'idée serait aussi de répondre aux inquiétudes de nos proches en leur disant un message qui serait de l'ordre de le fait que je change ma façon de vivre par rapport à ce que tu connaissais de moi, ou le fait que je ne fasse pas tout comme tu voudrais que je fasse, ça n'empêche pas l'amour que j'ai pour toi et pour notre famille. Pour les rassurer sur le fait que c'est pas parce que je ne fais pas comme vous que je ne vous aime pas et je ne vous renie pas. L'idée aussi, c'est vraiment une idée, enfin je dirais que c'est un point hyper important, c'est d'apprendre à prendre de la distance émotionnelle et se dire je sais ce qui est important pour moi, je fais la distinction entre ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Leurs peurs, leurs réactions, leurs émotions, je n'en suis pas responsable. Il n'est pas nécessaire de les convaincre. Moi, je suis convaincue que l'essentiel pour moi, ce sera toujours mon bien-être, celui de mes enfants et de mon homme ou de ma femme. Alors dans des cas particuliers, il peut être extrêmement nécessaire de prendre de la distance géographique si les relations sont toxiques. Lorsqu'il s'agit d'une relation avec une forte emprise, souvent avec un père ou une mère, il est souvent très douloureux et très difficile de ne pas céder à leur influence et leur jugement. Donc il peut être vraiment très important de pouvoir s'éloigner de façon vraiment géographique et au niveau des contacts également, sans culpabiliser. En plus de ça, quand il s'agit de nos parents, il y a souvent des pressions supplémentaires qu'on nous met dessus, du genre
C'est ta mère quand même, ou oui, mais tu vois, j'ai qu'un père, il faut bien que je... Et là, tu mets ce que tu veux, après le jeu. Comme si, en fait, on avait un devoir de retour sur nos parents. Moi, j'ai pas cette vision-là. J'aime pas cette idée qui dirait que comme nos parents ils nous ont donné la vie, on a une dette envers eux. Alors pour être très basique, je dirais que nous donner la vie, ça a été un choix de leur part. Hein. Ils l'ont fait pour eux d'abord. En tout cas, c'est eux qui l'ont choisi. Et nous n'avons pas demandé à être nés, ni à être élevés dans cette famille-là. Donc on ne doit rien à personne du fait d'être né. Hein. Une relation, et puis surtout, une relation n'est pas saine et épanouie si on la considère comme donnant-donnant. En fait, le devoir envers nos parents, il n'a pas lieu d'être si nos relations avec eux, elles sont saines, aimantes, et qu'elles ont été menées avec équité et confiance. Parce que dans ce cas-là, tout naturellement, en fait, les enfants, même en grandissant, ils auront envie d'être présents pour leurs parents, en fait, et l'échange se fera naturellement. À l'inverse, justement, si le ou les parents ils ont été négligents, négatifs, ou s'ils ont usé de toute forme de violence ou manipulation, l'enfant, en grandissant, il va soit faire semblant et montrer une façade en faisant les choses uniquement par devoir et non pas par envie, et c'est bien dommage. Soit il va s'éloigner, se refermer ou couper les ponts s'il sent que sa sécurité intérieure elle est mise en danger. Je trouve ça dommage en fait de demander aux gens de faire des choses par devoir, alors que ils en ont sans doute pas envie. Moi, je préfère que les gens fassent des choses par envie, que plutôt qu'ils fassent des choses pour moi par devoir. Et c'est d'ailleurs un sujet d'un de mes prochains podcasts, parler des devoirs. Pour finir sur ce sujet de la pression sociale et familiale, moi, ce que je retiens de vraiment positif, en fait, dans une situation telle que j'ai pu la décrire dans les différents exemples, quand par exemple la personne, elle arrive à se détacher des principes et des valeurs et des codes sociaux du groupe auquel il appartient, notamment sa famille, c'est que malgré tout, malgré les divergences, les différences, sa famille, ses parents ou ses proches en tout cas, ils ont sans aucun doute participé à apporter à cette personne une force qui lui a permis de trouver sa propre voie, de prendre son indépendance et de vivre sa singularité. Donc c'est pas facile de se détacher pour être soi-même sans avoir peur de se faire rejeter du groupe, mais je trouve que c'est une force. C'est une force qui se travaille et ce n'est pas tout le monde qui arrive à la travailler. C'est vraiment le point vraiment ultra positif que je vois quand on arrive finalement, malgré toute cette pression de l'entourage, hein, que ce soit au niveau de la famille ou même au niveau plus global, hein, les gens qu'on croise, c'est vraiment une force de réussir malgré tout ça à garder vraiment nos valeurs intimes et personnelles et notre façon de voir le monde et de choisir en fait. Voilà, c'est une force que je t'encourage absolument à travailler. Et voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon week-end et te dis à très vite.